Donc, Pierre Gazot, qui est infectiologue au CHU de Brest, qui est actif aussi sur tout le réseau ABRI, qui est le réseau encore existant de l'ensemble des lignes d'avis des infectiologues sur le territoire breton, et qui va nous faire un best-of des publications sur le thème du bon usage des antibiotiques. Bon, merci au CRATB et au CEPIAS pour l'invitation. Donc, bon, c'est pas facile hein, comme thématique, un top 10 des publications initialement, mais juste demander best-of publications, puis top 10. Mais comme quand je parle sport ou musique ou cinéma, j'arrive pas à chaque fois, je dépasse les 10 de toute manière. Donc, il y en aura quelques-unes en plus. Donc, pour passer la diapo. Donc, l'idée, c'est de faire un petit plan quand même. Je vais juste faire un petit point d'actualité, comme c'est très à la mode. À chaque fois qu'il y a un congrès, on parle d'IA. Donc, je vais juste présenter une étude dessus. Ensuite, quelques travaux sur l'épidémiologie à l'échelle mondiale, puis à l'échelle française, sur le bon usage à l'échelle internationale, à l'échelle française également. Donc, l'IA, à chaque fois qu'il y a des travaux dessus, j'essaie de les lire et franchement, je trouve ça très, très abscon. Donc, c'est assez flou. Il y a quelques revues qui sont sorties, dont celle-ci qui propose un petit peu, qui schématise. Je ne sais pas si j'ai le pointeur. Donc, il y a une collecte de données qui est faite. Ensuite, ces données sont encodées avec toujours l'objectif de rendre une information vrai positif, vrai négatif, faux positif, faux négatif. C'est regroupé en clusters. Après, il y a des modèles informatiques qui sont faits donc d'apprentissage profond et d'apprentissage par les machines et des résultats qui peuvent être adaptés à la prescription d'un diagnostic, à la surveillance, au diagnostic et à la prescription. Donc, une étude qui était sortie dans Science qui semblait intéressante sur le sujet pour l'intérêt des prescriptions personnalisées dans les contextes d'infection urinaire. Il y avait 140 000 infections urinaires dossiers qui avaient été revus et un peu plus de 7 000 dossiers d'infection de plaie avec prise en compte des antécédents du patient, de l'histoire médicale, de données démographiques. Là, ils avaient aussi beaucoup de données de biologie moléculaire sur la résistance, sur les gènes de résistance pour pouvoir développer des algorithmes basés sur l'histoire du patient, sur l'historique des colonisations, des infections et proposer une prescription personnalisée d'antibiotiques. Donc les résultats, c'est assez difficile à lire, c'est assez abscon. Les graphes que je retiens, c'est cela. Donc, c'est toujours présenté en fonction de cas de figure et de probabilité. C'est toujours sensible, résistant. Est-ce que ça reste sensible? Est-ce que ça reste résistant? Ou au contraire, si c'est sensible, est-ce que ça devient résistant? Et inversement, si c'est résistant, est-ce que ça devient sensible? Donc, ça, c'est extrapolé pour différents types de bactéries, différents types de pathogènes, en fonction également du délai par rapport à la récurrence. Est-ce qu'il y avait eu un traitement antibiotique? Et ils proposaient des algorithmes de traitement, des risques de résistance et ils se mouillaient un petit peu plus sur la possibilité de prescrire. Donc, c'est très préliminaire, mais il y a probablement des travaux qui vont sortir là-dessus. Bon, pour rentrer sur du un petit peu plus concret, j'ai regardé au niveau de l'épidémiologie mondiale, on a toujours les articles ou les éditos qui font un petit peu peur, comme celui de 2022 sur le fardeau de l'antibiorésistance, sur le rapport Carlec, le nombre de décès, le rapport de l'OMS qui prévoit 10 millions de décès. J'ai essayé de regarder s'il y avait des études à grande échelle. J'en ai trouvé une en Amérique latine. C'est une méta-analyse donc, pour évaluer le nombre de morts en lien avec l'antibiorésistance en Amérique du Sud sur 22 ans. Donc 54 études avaient été évaluées, au Brésil, Argentine, Colombie principalement. Après, c'est assez difficile hein, parce qu'il n'y a pas de définition claire de ce qu'est l'antibiorésistance. Le principal coupable, c'est le staphylocoque doré résistant à la méticilline, donc le SARM, les entérobactéries productrices de BLSE, les carbapénémases. C'était une étude forcément sur des patients hospitalisés avec gros taux, 18 sur 54 études pour des patients hospitalisés en réanimation, avec 45% de létalité pour cette méta-analyse pour les patients avec des MDRO, donc multi-drug resistant organism, donc avec des bactéries résistantes. Et ce qui ressortait, c'était le traitement inapproprié probabiliste initialement. Donc, je termine là sur le travail donc, en Amérique latine sur l'antibiorésistance. Donc, ce qui ressortait, c'était surtout. Il y a un truc. C'était la. Désolé, j'ai 15 pages qui se sont affichées. C'était le traitement non approprié initialement, qui était facteur de risque, qui augmentait la mortalité par rapport à un traitement approprié probabiliste.
Ce qu'on ressortait d'autre de cette étude, c'était l'augmentation de mortalité chez les carbapénémases, enfin les entérobactéries productrices de carbapénémases et chez les quelques résistants à la vancomycine. Globalement, une mortalité attribuable à l'antibiorésistance qui semblait diminuer sur les travaux au fur et à mesure des années, mais ça ne ressortait pas de manière significative. Une autre étude sur l'écologie en Afrique subsaharienne, on va essayer d'avancer un petit peu rapidement. Donc, c'est une revue. Bon, on sait que la résistance dans cette zone-là est un problème important. La mortalité estimée était à 2019 à plus d'1 million en lien avec ça, avec beaucoup de problématiques chez l'homme, avec du mésusage, une insuffisance de plateau technique, beaucoup d'antibiothérapie probabilistes sur des paludismes des antibiotiques non indiqués, beaucoup de contrefaçons, des antibiotiques utilisés sans prescription et une faible vaccination. Des problèmes aussi sur l'agriculture avec un usage massif comme pesticides, utilisation largue à main nue et au niveau des élevages comme facteur de croissance. Avec des programmes existants et puis quelques propositions, mais celles qui sont faites, c'est avec contrôle de la vente, des tests diagnostiques rapides, des programmes d'écologie et de contrôle de prescription. Il y avait un gros travail sur l'Inde, une revue qui avait été faite également, qui étudiait principalement, qui s'intéressait à la résistance et aux carbapénémases. Entre 2000 et 2010, augmentation globalement, selon cette étude, dans le monde, de 35% d'utilisation d'antibiotiques, dont 80% pour les BRICS. Donc les BRICS, c'est Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, avec plus 45% d'utilisation de carbapénème en Inde, au 5e rang mondial pour les animaux. Donc toutes les carbapénémases principalement sont représentées, les NDM, les VIM, mais surtout les NDM de type 1 qui posent vraiment des problèmes et qui nous confrontent à des impasses thérapeutiques. Donc, il y a peu d'études en Inde sur l'animal, peu d'études sur l'environnement, et c'est depuis une dizaine d'années une priorité d'épargne des antibiotiques, de contrôle avec la régulation, notamment pour les antibiotiques pour les animaux et dans l'alimentation. Enfin, un pays qui se rapproche un petit peu plus de nous, qui est dans l'OCDE, la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est un pays un petit peu plus isolé, avec une forte consommation chez l'homme, avec 22 journées de traitement pour 1000 habitants par jour. Donc, c'est assez important, avec des cyclines de la MOX principalement, augmentation de la résistance en milieu hospitalier, et très peu chez l'animal par contre. Et pourtant, malgré ça, beaucoup de résistance aux antibiotiques chez les colis, chez les animaux, des Escherichia coli producteurs de résistance type AMP-C, beaucoup de SARM chez l'animal, plus de 30% de staphylocoques résistants à la méticilline. Donc, il y a assez peu d'études sur l'environnement, mais ils mettent en avant pour l'antibiorésistance, la part environnementale, sur un traitement des eaux usées insuffisant, avec 44% d'évacuation dans les rivières, 20% dans les océans et plus de 33% dans les terres probablement, et beaucoup de fosses septiques chez les particuliers. En France, ces deux travaux, ce n'est pas vraiment des études, mais ça reste de la bibliographie d'actualité. Donc, j'ai trouvé ce travail-là qui a été publié en 2023 ou fin 2022. Donc, sous l'impulsion du ministère, une cartographie des programmes de surveillance et de contrôle de l'antibiorésistance avec identification. En gros, l'idée était de faire un état des lieux avec le programme Eurosurv. 48 programmes ont été identifiés, 35 pour l'homme, 12 chez l'animal, 3 pour l'alimentaire et uniquement un sur l'environnement, avec 3 axes de prescription. On va le voir là. Donc, chaque carré blanc, c'est un programme, un ou plusieurs programmes avec différentes thématiques, le pneumocoque, les staphylocoques, la shigelle, le campylome. En haut, c'est l'antibiorésistance. Sur la deuxième ligne, c'est le bon usage. Et ensuite, c'est les résidus et les déchets liés à l'antibiotique. Donc, on voit que chez l'humain, il y a beaucoup, beaucoup de programmes de surveillance. Chez l'animal, également, et dans les trois domaines. Et dans l'environnement, par contre, c'est un petit peu le parent pauvre de ce type de travail. Donc, c'est sûr que ça fait beaucoup de programmes et c'est assez difficile de s'y retrouver, même quand on les regarde un par un. Donc, je me suis dit que c'était quand même une spécificité qui était la nôtre. Il y a eu un rapport de l'ANSM qui était sorti, qui était plutôt assez encourageant, qui est sorti en juillet, qui évaluait la baisse de la prescription globale des antibiotiques avec une réduction importante entre 2000 et 2004, qui allait toujours à la stabilisation jusqu'à 2016, et ensuite une nouvelle baisse, moins 8,5%, avec une baisse notamment de la prescription de céphalosporine au profit des pénicillines, ce qui était plutôt une bonne nouvelle. Avec à gauche la prescription en secteur hospitalier, à droite en ville. Donc là, l'indicateur rouge, c'est la France à chaque fois par rapport aux autres pays de l'Europe. Et en 2000, donc en vert,
c'est en 2019 et en gris, c'est en 2016. Donc, c'était vraiment comparable en médecine hospitalière en France et ça n'avait quasiment pas bougé en France au niveau en ville entre 2009 et 2019. Il y a 2 jours, sur Santé publique France, il y a quand même eu ce communiqué qui a été publié avec mise en avant d'une augmentation de 16,6% par rapport à 2021 en termes de prescription d'antibiotiques. Donc, l'effet rebond probablement dans les suites de la pandémie. Bon, il y a d'autres facteurs, hein, beaucoup d'infections à Streptoa notamment, il y a d'autres choses, et principalement en pédiatrie, hein, une reprise de très grande ampleur des consommations en 2022, plus 41,8% par rapport à 2021 chez les jeunes enfants. Un petit peu d'études sur le bon usage, donc à l'international, puis sur la France. Donc le pivmécilinam, on sait que c'est un médicament qui est peu absorbé, donc qui est assez intéressant et qui est utilisé pour les cystites, les infections urinaires basses de la femme. C'est beaucoup utilisé en Norvège, en Suède, au Danemark et en France. C'est dans les recommandations, on peut le voir là-dessus pour les recommandations françaises. C'est une mise à jour qui est très récente. Et ça a été étudié. La France n'était pas dans dans les 3 pays étudiés, mais il est constaté une robustesse du pivmécilinam malgré la consommation en comparaison à la ciprofloxacine dont on a pas mal parlé dans la présentation précédente. Avec sur la colonne de gauche le pivmécilinam, la résistance qui est plutôt stable, voire qui peut avoir une petite tendance à diminuer, en tout cas stable, et la consommation qui a tendance à pas mal monter ou se stabiliser, alors qu'on voit que les quinolones, malgré une baisse de la consommation, la résistance est stable, voire monte un petit peu. Donc il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Ensuite, sur le bon usage international, il y a cette étude dont vous avez sûrement entendu parler. On est sur de la prophylaxie post-exposition par des antibiotiques. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très peu. Les morsures animales, par exemple, on donne des antibiotiques à titre de prophylaxie après une morsure animale. Donc là, c'était l'évaluation de la prophylaxie post-exposition par de la doxycycline pour prévenir les IST type gonocoque, chlamydia, syphilis chez les patients prenant une prophylaxie pré-exposition pour le VIH, donc un traitement antirétroviral chez les patients avec des activités sexuelles à risque ou les patients vivant avec le VIH. Donc, il n'y a pas eu d'effet secondaire grave qui a été fait. Ça a été franchement démontré qu'il y avait moins de recours à des traitements anti-infectieux pour des IST chez les gens qui prenaient de la doxycycline par rapport aux soins courants, que ce soit les patients avec la PrEP ou les patients avec le VIH. Mais par contre, il a été mis en évidence un surrisque de fabriquer de la résistance, notamment à la doxycycline sur le staphylocoque doré. On pouvait s'en douter parce que c'est quand même une molécule recours, les cyclines. Et donc, je suis cette étude d'une autre qui était un avis sur sur ce travail. Donc, dans le cas de la prophylaxie post-exposition de la PEP, il y avait même plusieurs réserves qui étaient mises par cet article, notamment l'exposition à l'antibiorésistance, la iatrogénie, la diminution de l'immunisation naturelle contre certains pathogènes, la déstabilisation du microbiote, donc qui était un peu secondaire, probablement un peu de difficulté diagnostique pour la syphilis notamment, et un message un petit peu contre-intuitif alors qu'on parle beaucoup d'antibiorésistance. Sachant quand on en met, même au long cours de la doxycycline, que ce soit pour des expositions à des paludismes ou à des infections chroniques, osseuses, c'est toujours un petit peu difficile. C'est une indication qui est difficile. Donc, enfin, on se pose longtemps avant de prendre la décision. Une petite étude un peu plus courte, mais qui est assez intéressante, je pense, au titre d'une écologie de service. C'est une étude sur des services de soins, enfin, sur l'impact d'une consultation de soins palliatifs pour des gens en fin de vie sur la prescription d'antibiotiques. Donc, il y a 1143 patients qui ont été analysés et 82% avaient eu des antibiotiques dans les 3 jours précédant le décès. On n'est pas sur un décès imminent, grave, pas attendu. On est sur une prise en charge vraiment de fin de vie pour lesquelles on pouvait demander un avis de soins palliatifs. Et on s'est rendu compte que quand l'équipe de soins palliatifs avait été consultée, il y avait moins de prescriptions d'antibiotiques sur les 3 derniers jours de vie. On peut se dire, bon, c'est sûr qu'à sur les derniers jours de vie, avoir 2, 3 jours d'antibiotiques, ça pose pas trop de problèmes, mais il y a beaucoup de services, ou en tout cas de lits dédiés de soins palliatifs dans des services d'oncologie, d'hématologie, avec des problèmes d'antibiorésistance, avec de l'écologie de services qui sont compliqués à gérer, avec des germes résistants propres à certains services, et ça reste quand même de l'épargne, sans compter que bon, ça fait des soins probablement lourds et pas forcément utiles chez ces patients en fin de vie, des perfusions, des manipulations, des cathéters.
un peu de problème, un programme de bon usage qui a été fait en Andalousie entre 2018 et 2020 sur l'éducation au bon usage, les règles de bonne pratique, les durées de traitement, les modalités de prescription, les modalités de diagnostic, faire le distinguo entre une colonisation et une infection. C'était dans les maisons de retraite, donc vraiment des gros prescripteurs d'antibiothérapie orale parce que parfois c'est tout simplement très difficile de faire le diagnostic entre une infection urinaire, une colonisation de l'arbre urinaire par des bactéries. Et on voit donc la prescription, l'antibiorésistance, pardon, l'utilisation des antibiotiques qui était en train de monter. Il y a eu le programme de bon usage, puis après une décroissance de ça, avec un effet sur deux classes d'antibiotiques. Sur le tableau de droite, on voit diminution significative de la prescription d'amoxicilline et d'acide clavulanique, donc d'augmentin et de quinolone, et une diminution du taux d'Escherichia coli, producteur de BLSE. Donc plutôt pas mal. Après, ça a pondéré, c'est quand même un travail qui a été fait pendant la pandémie avec des restrictions sanitaires, donc il y a probablement un impact de ça également. Enfin, un essai observationnel qui peut être un petit peu qui peut être intéressant sur 2 ans, qui se basait sur le dossier informatique des patients, avec qui regardait tous les dossiers de patients qui avaient reçu moins une dose d'antibiotiques pour analyser les pratiques, l'indication, en se basant sur des indicateurs de la littérature. Ils cherchaient tous les indicateurs de la littérature qui étaient en lien avec la prescription, tout ce qui est durée de traitement, hémoculture positive, CRP, antécédents d'infection. Donc il y a beaucoup de patients, hein, plus de 20 000 patients qui ont été analysés pour à peu près autant d'indications, avec des indicateurs, que ce soit au moment du diagnostic, lors du traitement, lors des suivis, lors du traitement, lors d'une réhospitalisation. Et plusieurs données pouvaient être analysées, que ce soit la documentation de l'infection. Il y avait à peu près la moitié des patients qui avaient une documentation de l'infection qui recevaient des antibiotiques. Et il donnait un avis sur la qualité des données. Est-ce que les données et les dossiers étaient bien remplis? Est-ce que l'information était disponible, était pertinente pour une analyse? Donc là, c'était assez intéressant, notamment sur la durée de traitement antibiotique. Est-ce que la thérapeutique était IV? Est-ce qu'il y a eu des carbapénèmes, des quinolones? Tout ça, ça pouvait être analysé. Par exemple, l'antibioprophylaxie chirurgicale avant un bloc, c'était mal complété, donc probablement des dossiers non informatisés papier. Mais ça permettait un rendu, et c'est le format du rendu que je trouvais intéressant, un rendu sous forme vraiment dynamique, où on pouvait choisir n'importe quel paramètre de laboratoire sélectionné, par exemple le taux de CRP, quand est-ce que la prescription était faite, est-ce qu'elle était réévaluée à 3 jours, à 48 heures, 24 heures, en fonction de la microbiologie et en fonction de la période et même en fonction du service. Et si on veut faire des interventions sur des services, se rendre compte qu'il y a une surprescription, une sous-prescription ou une absence de réévaluation ou de la prescription devant tout simplement une CRP haute sans diagnostic certain pour, guider, cibler des services, proposer des programmes d'intervention, ça peut sembler intéressant. Après, je pense qu'en termes de travail, de charge de boulot sur l'encodage, c'est assez lourd. Enfin, on va faire quelques travaux sur le bon usage, mais spécifiquement en France. Donc, c'est souvent des petites cohortes, c'est rétrospectif, mais c'est assez intéressant de voir ce qui est fait. Parfois, ce sont des choses qu'on fait chez nous, on a l'impression de ne pas être très bon, ou inversement. Donc là, c'est une ligne d'avis téléphonique. Donc, c'est une activité que moi, j'ai en particulier sur Brest, mais il y en a vraiment dans beaucoup de centres, CHU, centres périphériques, même dans les cliniques. Donc, il y a une plateforme informatique qui s'appelait Airbus qui était mise à disposition. Donc, on informait des généralistes sur le fonctionnement, sur le fait que cette plateforme était disponible et ils pouvaient solliciter et on les rappelait à 7 jours pour une enquête sur la satisfaction. Donc, il y a 10 équipes, il y a eu 4000 demandes pour moitié moins de généralistes, donc en moyenne 2 demandes par requérant, avec souvent des requêtes pour de l'avis diagnostique, pour le choix de l'antibiothérapie. Et souvent, ce qui était rendu, c'était à 80%, l'avis était suivi. La majorité des gens interrogés étaient favorables à cet avis et le souhait, c'était un avis précoce. Donc, il fallait une réponse précoce sur cette plateforme. Bon, c'est un petit peu biaisé. Il y a forcément un biais de sélection des généralistes qui participent, mais c'est quand même toujours très favorable à ce type de service rendu. Ensuite, un travail de l'ANSM pour évaluer les prescriptions d'antibiothérapie systémique, donc d'antibiothérapie orale ou par perfusion pour les infections respiratoires hautes et basses, sur un observatoire, sur un panel de 1000 généralistes et 1000 spécialistes. Et puis, on évaluait l'adéquation aux recommandations de durée de traitement.
Donc, à gauche, on a les infections respiratoires hautes, à droite, les infections respiratoires basses. Donc, les durées, on voit que c'était plutôt adapté, peut-être un petit peu à la hausse. Par exemple, sur les angines, on avait 5-6 jours. En bas à droite, sur les pneumonies, on avait 8-9 jours, donc un petit peu plus. On a plutôt tendance à faire 5 jours quand les formes ne sont pas graves maintenant. Les bronchites chroniques, donc je pense que ça veut dire exacerbation de BPCO, c'est plutôt 5 jours de traitement. Là, on était au-delà. Ensuite, il n'y a pas de durée de traitement recommandée. Bon, c'est assez étonnant que l'ANSM ait placé la grippe et le Covid là-dessus. Et on a des entités nosologiques qui sont un petit peu étonnantes, avec des durées de traitement pourtant proposées. La toux, l'asthme. Donc, je pense que ça met surtout en avant ce que c'est assez difficile de faire rentrer la pathologie et les prescriptions dans un cadre nosologique. Parfois, on est sur des patients plus âgés, plus fragiles, avec des symptômes difficiles à faire rentrer dans des cadres. Pour évaluer l'impact de recommandations dans la peau et la peau, les tissus mous, l'HAS avait remis à jour les recommandations de durée de traitement d'infection dermohypodermie. Donc ce qu'on appelle basiquement les érysipèles en général, en tout cas les dermohypodermites non nécrosantes, non chirurgicales. Et l'objectif était de savoir si ces recommandations étaient appliquées. Donc, moi, au sein de mon établissement, j'ai plutôt l'impression que c'est assez bien passé, on n'est plus on traite plus 14 jours les patients. Et donc là, cette étude était assez allée dans ce sens-là, avec des durées de traitement qui étaient plutôt adaptées, avec vraiment une diminution significative de la durée de traitement qui allait à 5 jours, et également sur les choix des molécules. Celle-là, on va passer. On va gagner un peu de temps. Hop. Et ensuite, c'est l'apport de l'expertise d'un pharmacien pour les antibiothérapies supérieures à 7 jours. Euh, Souvent, ça alerte un petit peu quand on a une antibiothérapie au-delà de 7 jours. Il y a assez peu d'indications en fait. Les pneumonies, ça doit s'arrêter. À part les endocardites, les tuberculoses, les infections osseuses et quelques infections urinaires, on ne doit pas dépasser 7 jours. Donc, c'est quelque chose qui doit alerter. Donc, ce travail, c'est un travail rétrospectif qui était fait par un pharmacien qui a analysé tous les dossiers et le rendu était fait sous forme de feu tricolore. Donc, feu vert, c'était conforme aux recommandations ou à l'avis infectieux tracé, feu orange avec un doute et feu rouge non conforme. Donc, il y a plus de 600 patients qui ont été analysés, des gens âgés, dans tous les services de prise en charge conventionnelle non soins intensifs, la réanimation, les maladies infectieuses, la rhumatologie, la gériatrie, avec les infections dont on peut se douter, principalement des infections urinaires, des infections respiratoires, des bactériémies. La majorité, il y a 2 tiers, c'était sans avis d'infectiologie, mais les dossiers étaient plutôt concordants, plutôt clairs dans l'indication, et principalement quand il y avait un avis infectieux qui avait été pris. Donc, intérêt de l'avis infectiologie pour la durée de traitement, et globalement, des gens qui peuvent être plutôt bons élèves, on pense. Enfin, une étude, bon là c'est surtout pour l'anecdote, il y a la Chine qui a proposé un plan de lutte contre l'antibiorésistance avec un axe en 6 points, donc, qui sont les mêmes qu'on a en France ou en Europe, avec ben, par exemple développer la thérapeutique antimicrobienne, développer les tests de laboratoire. Puis j'ai rajouté une 6e qui était de ne pas proposer une nouvelle pandémie. Voilà, donc c'est assez difficile de faire un best-of de publications dans ce domaine-là qui est soit très large, soit très restreint. Je ne suis pas vétérinaire, donc ni pharmacien, donc il y a des choses qui sont vraiment loin pour moi, qui me semblent vraiment très floues. Donc moi, il y a aussi ce que j'aimerais voir dans publication, en tout cas que j'ai cherché et que je n'ai pas retrouvé, donc des définitions de ce dont on parle quand on parle d'antibiorésistance. Est-ce qu'on parle de la résistance aux antibiotiques produits dans le milieu naturel, parce qu'il y a, par la production des sols, par les champignons, de la résistance qui est faite? Est-ce que l'existence d'une résistance dans la boîte, est-ce que c'est le laboratoire? Est-ce qu'il y a un peu de résistance? C'est ça dont on parle. Ou c'est à des posologies humaines, animales? Qu'est-ce que c'est que la multidrogue résistance? Est-ce que c'est les SARM, les enterobactéries? Est-ce qu'un staphylocoque avec une pénicilliase, c'est une bactérie résistante? C'est pas mis dans les études, et c'est assez compliqué de faire quelque chose d'homogène. J'aimerais bien voir une étude nationale, enfin un registre sur les vrais morts avec des vraies expertises de dossiers en lien avec l'antibiorésistance, que ce soit peut-être en réanimation, en hématologie, des services vraiment très touchés. Parce que souvent, on dit que les patients décèdent en lien avec l'antibiorésistance, mais d'expérience, c'est surtout qu'on est dans un pass thérapeutique, on est sur des dossiers très, très complexes et ce n'est pas toujours le germe résistant qui pose problème, même s'il y avait une infection, une colonisation par un pathogène résistant.
Puis des travaux sur la part le rôle réel de la ville, parce que la ville, c'est plutôt le volume de prescription, l'hôpital, c'est plutôt le spectre large, puis le lien sur les antibiotiques naturellement produits par les sols ou dans la nature. Peut-être un peu plus de travaux sur les vieux antibiotiques. Il y a beaucoup de promotions sur les nouvelles molécules, notamment les antistaphylocoques, les antisarmes. Et puis peut-être un petit peu pour moi de la vulgarisation sur les antibiotiques en médecine vétérinaire, parce que j'avais l'impression d'être un petit peu inculte. Et je vous remercie. Moi, j'avais c'est assez satisfaisant de voir, en tout cas dans les études, que finalement l'appui des infectiologues, des équipes mobiles, en tout cas de la réévaluation antibiotique à l'hôpital, elle montre quand même que finalement dans les EPP, dans les audits après, on voit qu'on a des bons taux de succès de respect des durées de traitement. Après, c'est vrai qu'on aurait envie d'aller voir si en ville maintenant ces propositions de recommandation et de raccourcissement de durée, elles sont bien connu. C'est vrai que souvent, une des problématiques en ville, c'est l'aderme ou hypodermite avec les signes inflammatoires qui vont rester pendant 3 semaines et du coup des allongements de durée d'antibiotiques parce que les signes inflammatoires locaux sont persistants, alors qu'on sait très bien que ça va régresser en 3 semaines qu'on ait laissé ou pas un antibiotique. Et donc, on a vraiment intérêt à réduire les durées à 7 jours. J'aimerais juste, oui, je suis assez d'accord. Et puis même avec ce que disait Florian juste avant, c'est que maintenant je me considère plutôt comme un plus vieux et les jeunes sont vachement sensibilisés, que ce soit les internes ou les remplaçants en médecine de ville, sur beaucoup d'appels, sur de la vie, sur les durées de traitement, parce que c'est difficile d'empêcher quelqu'un de traiter sur l'antibiotique social, mais au moins baisser les durées de traitement. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile de discuter avec les jeunes. Il y a beaucoup plus de conscience sur le poids que ça a. Et puis même de ne pas faire traîner le patient avec un diagnostic différentiel ou éviter les iatrogénies. Il y a quand même pas mal de choses. En tout cas, c'est assez plaisant, quoi. Et on le voit beaucoup, moi, je trouve, sur les jeunes là-dessus, hein. Et je trouve très intéressant ton idée du registre national de décès liés à l'antibiorésistance, en tout cas d'essayer d'identifier quels seraient les patients pour lesquels on est après certains qui ont fait le choc septique dans un contexte de bactéries multirésistantes. Ça devrait pouvoir être recueilli en plus, et ça serait hyper intéressant. Et une petite question pour toi sur ton avis dans DoxyPrep, donc la prescription de doxycycline en préventif pour éviter la survenue d'infections sexuellement transmissibles. Finalement, entre l'ensemble des prescriptions qu'il y aurait pour cette population de patients sous PrEP versus de toute façon la consommation globale d'antibiotiques curatifs qu'ils ont pour leur infection sexuellement transmissible. Est-ce que finalement, tu penses que ça contrebalancerait Bah, les je, choses? je fais pas du tout je fais pas de PrEP ou de VIH, c'est pas du tout mon activité sur l'hôpital, donc je suis pas vraiment d'avis là-dessus. Effectivement, c'est probablement assez marginal comme utilisation. Et puis là, pour le coup, la démonstration est quand même, fait pas de doute quant à l'efficacité pour ça. Le risque, c'est vraiment un traitement au long cours. Et puis, quand est-ce qu'on s'arrête, quoi? Parce que c'est comme quand on met une prophylaxie par doxy pour du palu, quand les gens vont s'expatrier 1 an, 6 mois. À un moment, quand est-ce qu'on s'arrête? Ou quand on met une antibioprophylaxie par de la doxy pour une infection chronique de prothèse qu'on ne peut pas opérer parce que le rapport bénéfice-risque est en défaveur, quand est-ce qu'on s'arrête? Ben là, c'est pareil. Est-ce que 2 fois par mois, 1 fois par mois, il faut faire 3 jours de doxycycline? Quand on voit l'antivirustance, les toxicités quand même qui sont certes, on a beaucoup de recul sur la doxy au long cours, mais bon, qui existent. Je je sais pas, non, je pense qu'à l'échelle, c'est très peu de patients par rapport à la prescription mondiale d'antibiotiques. J'ai pas trop de doute là-dessus. Mais on a quand même des problèmes de gonocoque résistants. Là, j'ai supprimé une diapo là-dessus, mais sur les gonos résistants, les problèmes de syphilis qu'on a du mal à traiter. Donc, et c'est bon, la PrEP, comment ça s'appelle, l'étude initialement sur la PrEP avait quand même montré que ça permettait aussi à beaucoup de gens d'arrêter la PrEP parce qu'après ils étaient sensibilisés, il y a l'exposition et les facteurs de risque diminuaient. Donc si c'est dans cette optique, oui, là, on peut que sensibiliser les gens à ça. Après, c'est surtout commencer, enfin, la démonstration indéniable de l'efficacité. Moi, c'est juste si on commence, quand est-ce qu'on s'arrête, quoi? Est-ce qu'on fait ça Non, pendant ce qui 10 jours? serait intéressant en termes de sélection de résistance, ou en tout cas de consommation globale des antibiotiques, ça serait d'essayer d'être plus définir à partir de combien de prises de risque par mois il est intéressant de mettre un patient sous doxy en préventif, et peut-être pas pour l'ensemble des patients sous PrEP, mais peut-être pour ceux qui ont
plus de 5 ou 6 risques et que ça serait intéressant de le définir parce qu'en fait, dans la population de patients qui sont sous PrEP, on a des patients qui ont des pratiques très diverses avec des gens avec des très fortes prises de risques et puis d'autres qui sont beaucoup plus occasionnelles aussi avec 2 prises par mois de risques, par exemple. Ça perd le côté spontané de la soirée, quoi. S'il faut prendre la PrEP, la doxy. Certes. Merci beaucoup, Pierre. Et merci beaucoup. C'était très clair.